Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièresphilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Hey! Salut les zombies! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Écoute, je viens d'être intérimaire aujourd'hui. Steve, je sais pas, on l'a perdu. Peut-être à un moment, il va arriver d'être sérieux. Je sais pas ce qu'il fait de sa vie, ce garçon. Il est jamais là quand il faut. Donc, je prends un peu sa place pour dire bonjour à tout le monde. Déjà, à vous, mes amis, Martin, Christophe. Salut, salut. Bonjour. En même temps, tout le monde qui nous écoute, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, invité carrément fou, exceptionnel, le grand Richard Z. Sirois, que je ne m'amuserai pas à présenter, parce que tout le monde le connaît, mais Cricri va nous faire un petit topo là-dessus tout à l'heure, ok? Ouais, on est très contents. On va commencer, comme d'habitude, par un petit tour de table horrifique, ok? Bienvenue au tour de table horrifique. Ben moi, là, les gars, j'étais jaloux parce que Zamblar, il arrête pas d'aller chez Spirit Halloween. Fait que là, tu sais, moi, j'ai fini par y aller à un moment donné parce que, ben, c'est comme Noël, hein, tu sais, il y a comme tellement de trucs vraiment cool. Là. Ben, premièrement, je me suis ramassé un petit sac pour faire, pour passer l'Halloween, faire des emplettes de Crystal Ça, c'est Lake. beau. Tu sais que t'es trop vieux pour passer l'Halloween, hein? Mais tu sais, je peux aller à l'épicerie avec ça. Hein? Ça, c'est vrai. Mais tu sais, je passe l'Halloween avec ma fille, là, on s'entend. Là, quand même. Oui. Je ne sais même pas encore en quoi je vais me déguiser. Je me suis ramassé une belle petite casquette de Ghostbusters. Bien nice. Ghostbusters, hein, le nouveau film. Moi, j'ai hâte. Moi aussi. Je vais laisser la chance aux coureurs. Ça va être cool. J'ai même aimé celui avec les filles. J'ai adoré celui avec les filles, moi aussi. Ben oui, il y a plein de monde qui ont chié dessus, mais non. C'était bien fait, c'était agréable. Mais en tout cas, avec le fils, on verra. Des petites menthes de Chucky. Mais la boîte est vraiment nice. J'aime ça. T'as vu qu'il y en avait plein d'autres aussi, hein? Oui, j'avais ramassé une de Halloween, j'en ai une de Ouija, mais qu'est-ce qui est vraiment cool, là, je vais le montrer ici, c'est que les bonbons sont en forme de couteau. C'est tellement cool. Tu sais quoi que dans celui de Friday the 13th? Des masques? Des haches. Oh, je sais pas pourquoi ils ont mis des haches. Mais je sais pas, celui-là, Friday the 13th, je ne l'ai pas acheté. Je trouvais que la face était comme off un peu, ça m'énervait. Sinon, par rapport à Chucky, j'ai ramassé une réplique de l'amulette qu'on voit dans le 4e volet. Vraiment cool. Même si c'est écrit en arrière aussi. Tu sais, c'est en métal, elle est lourde. Je trouve ça vraiment cool, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ensuite, j'ai pas trouvé le tapis de Killer Clown from Outer Space, mais j'ai une belle casquette de Fright Rags. Tu sais, habituellement, le shipping, c'est Fright Rags? Ouais! Fait qu'elle est vraiment cool, toute embossée. Puis, juste pour terminer... termine parce que ça commence à être long. J'ai ramassé le verre à popcorn. Ça, c'est du popcorn que j'ai mis dedans pour tantôt. Est-ce que le popcorn, il bouge? Non, c'est du popcorn, il est bon. Là. C'est du vrai, là. C'est pas un prop. Fait que voilà, petite semaine. J'ai écouté un film seulement. Non, c'est bon. Fait que ça vaut pas la peine. Non, ça vaut pas la peine. Allez, hop. OK, vite fait, c'est quoi t'avais écouté, Chris? J'ai écouté The Green Inferno de Eli Roth hier, puis bon, j'ai commencé trop tard, je me suis endormi à moitié. Ah, ben, tu vas peut-être t'endormir plus. Hey! J'ai enfin acheté des choses. Salut, Steve, comment ça va? Oh! Désolé du délai. Il n'y a pas de problème. So, on a été voyager, on a été à London, et puis on a découvert 2 places, peut-être 3 places de cool. Puis j'ai fait des achats. The Exterminator. 2! Ah ouais, le lance-flamme. The Scream Factory encore qui m'a coûté des peanuts.
J'ai acheté Creepshow 3 parce que tout le monde sait que c'est le meilleur Creepshow. Hey, calme-toi. Beyond Reanimator. Ça, lui, il est bon, il est sous-estimé quand même. Très sous-estimé, puis vraiment pas coûté cher non plus. Je sais pas si tu te rappelles, dans ce film-là, il y a une Severed Non, toi, t'as rien à dire. C'est Martin qui parle. Et une cassette d'un de mes films cultes de Wes Craven, ben oui. Deadly Friend, un autre beau petit cadeau que je me suis fait. C'est pas Christy Swanson, ça? C'est Christy Swanson. Puis la scène avec le ballon de basket, là, c'est malade. C'est inoubliable. C'est la scène connue du film, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas vu le film, mais tout le monde a vu cette scène-là. Au ralenti, là. C'est sûr, c'est officiel. Moi, quand je vais dans les conventions, j'aime ça, magasiner, me promener, puis j'ai mon petit sac que je mets les trucs que je m'achète, puis j'aime ça comme rajouter des choses sur mon petit sac, des pins, des macarons, des trucs comme ça. Et là, on est arrêté au Deadly Ground Café et j'ai trouvé plein de pins de Trick or Treat. Donc, j'ai trouvé celle de Day Live. Oh, nice. J'ai trouvé celle de Halloween 3. J'ai trouvé un autre de Halloween 3, comme ça. Check. J'ai échappé. Hein? Ça, c'est Texas Chainsaw Massacre. Wow. Christophe, tu vas être jaloux. Ouais. Je me rappelle c'est quoi le nom de ce personnage-là dans Return of the Living Dead. Tarman, c'est ça. Trick or Treat. Et celui que j'avais échappé par terre, je reviens. T'as cassé ton cochon, c'est cher des pins de même. C'est pas professionnel. C'était et Child Play 2, en fait. Donc, là, ça fait comme une semaine qu'ils sont chez nous, puis je les ai pas mis sur mon sac parce que je voulais vous les montrer. Sauf que l'affaire, c'est qu'elles sont vraiment belles. Fait que ça me tente pas de les enlever, ça me tente de les accrocher, mais bon. Et j'ai pris 3 films, en fait, de Willy's avec Sean Astin qui joue là-dedans. Ensuite, une collection Horror Collection. Il y en a souvent des collections comme ça, mais il y en a qui sont hyper cheap, mais celle-là a quand même Blood Diner, Parents, et un film avec Bruce Campbell. Parents, c'est cool. Un film avec Bruce Campbell, Sundown, The Vampire, quelque chose qui va sortir bientôt en Scream Factory, je crois. Et enfin, j'ai trouvé ce film-là. J'avais jamais entendu parler. Ça met en vedette Robert Englund, c'est réalisé par Toby Hooper. Ah, ben non, mais c'est ça, c'est Eaten Alive, puis c'est aussi un film qui s'est déjà appelé. C'est Dead Trap. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs titres. OK. C'est ça là que c'est le Eaten motel. Alive, pour vrai? Ouais, le motel puis les crocodiles. Voilà, avec une pochette absolument laide, là, on s'entend. Là. Effectivement. C'est pas méchant, ce film-là. Tu vois. Oui, c'est pour ça que j'ai été confus puis je l'avais jamais entendu parler parce que je savais pas que c'était Eaten Alive. Mais tu l'avais déjà? Non, je l'avais pas. Je l'avais jamais vu non plus. Fait qu'un à mettre dans la collection de G, mais que j'ai pas vu. C'est très cool. Il y a Marilyn Burns qui est aussi là-dedans, qui est l'héroïne de Texas Chainsaw. Ça suffit. À mon tour maintenant. Oh, déjà que je présente alors que... Hein, bon. Alors, je vais encore vous tanner avec Spirit Halloween. Eh oui. Il y va chaque semaine. Ouais, quasiment. Alors, voilà. Déjà un petit décompte d'Halloween. Hein, sympa. Alors là, on est 44 jours, mais bientôt. Ensuite, un truc que j'ai vraiment bien aimé aussi. Un petit couteau sympa. OK. Ça, c'était à Trick or Treat aussi? Ah, puis il y a Halloween en arrière. Sur Spirit Halloween, Martin. Sur Spirit Halloween. C'est bon, ça. Je parle de la compagnie. Ça, c'est vraiment sympa, quoi. Avec, mais lui, est-ce que c'est quelle compagnie qui l'a fait, ça? Je sais pas, je m'en fous. Alors, ensuite. Mais il est beau. Et le dernier, le magnifique. Eh oui! Fait que t'as acheté les 3 masques, finalement. Non, j'en ai que 2. Le 3e, j'arrive pas à le trouver. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Ciao, les autres. Nice. J'ai bien aimé celui de Killer Clowns. Comme j'avais dit à Stéphane, on a eu un podcast, ça fait pas longtemps, justement, qu'on parlait de Killer Clowns. Un film culte pour moi. J'ai adoré. Je le réécoute au moins à chaque 6 mois. Ah ouais? Sérieux? Ah ouais. Donc là, je pense que vous avez assez parlé, puis j'ai pas parlé longtemps. On a assez parlé, en fait. Donc, ça serait le fun d'avoir notre invité que vous avez présenté, parce que je n'étais pas là au début, raison familiale. Donc, Monsieur Richard Z. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous êtes complètement fou. Vous dépensez combien par semaine en bébelle d'horreur? Tu veux pas le savoir. Non, pas tant que ça, là. Pas tant que ça. C'est parce qu'on était en voyage sur la route et on est tombé à des trucs, mais habituellement, c'est pas si pire que ça. Okay, faut que je dis, Steve, par exemple, si on continue à aller souvent sur la route, ça va nous coûter cher en tabarouette. mais tu sais, Richard, là, ça, là, c'est 5 $, puis il y a des bonbons dedans. S'il y a des bonbons, ça pardonne tout. Avec des bonbons, il n'y a aucun problème. Non, mais moi, je dépense un montant fou, mais en disque vinyle.
Oh Oui, j'ai oui. vu ça. Oh oui, non, Ouais. j'achète des vinyles, c'est une drogue, c'est une maladie mentale, c'est dangereux. Là. Les vinyles de l'insomniaque, hein, Oui. ta chronique. Oui, le Mais- vinyle de l'insomniaque que je publie à chaque soir à minuit depuis 129 jours. C'est très beau. Fait que ce que vous achetez en orage, je l'achète en vinyle. Et savez-vous ce qui me fait le plus peur dans la vie? Non? Que ça brûle. Voir ma grosse face sur un écran. Ah, non. Mais pourtant, J'ai refusé environ 50 podcasts depuis 6 mois. J'ai dit non à tous les podcasts imaginables. Je dis non tout le temps. Puis là, je dis oui à vous ce soir. Ben là, merci. Wow. T'es vraiment Ouais. gentil. Hey, puis Parce pour que- les... Puis, vas-y, oui, excuse-moi. Ben, parce que j'aime pas ça me voir la face à l'écran. C'est pour ça que je fais de la radio. Ben, justement, tu sais, je voulais faire une petite bio rapide pour les gens qui ne connaissent pas. Mettons qu'il y a des gens qui sont jeunes, là, qui n'ont jamais entendu parler de RBO. Là. Donc, on te connaît comme humoriste, animateur radio. Tu as été à CIBL, justement. RBO, ça a commencé à CIBL, à C'est quoi? À plein de chaînes comme ça. Sans limite aussi, tu as participé à ça. Tu as lancé ça avec les Bleus Poudres. Mélomane, ben ça, on vient d'en parler. T'es collectionneur aussi de vinyle, mais aussi tu as une impressionnante collection d'appareils photo, hein, ce que j'ai pu voir. Oui, j'ai 3 étages de matériel photo chez moi. Wow. Impressionnant. Ça, c'est vraiment très cool. Un jour, là, ben, les gars, ils vont aller à Matane bientôt, là, mais moi... on pourrait venir faire un tour, aller voir ça. Non, vous êtes déjà invités. C'est réglé. Nice. Passez chez nous, sans problème. Puis t'es fan de films d'horreur un peu aussi, surtout de Shining. C'est pour ça que t'es là sur le show. On voulait parler d'un paquet de films avec toi, mais tu sais, Shining, ça part de où, cette Ben moi, passion-là? j'ai vu le film à sa sortie, bien sûr, en 1980. Et déjà, au départ, j'étais fasciné. Il faut dire que j'étais un fan de Jack Nicholson avant le film. Ben oui. Déjà, c'était mon comédien préféré, mon comédien favori. Et quand j'ai vu The Shining, je trouvais ça extraordinaire parce que il y a très peu de personnages. On voit très, très peu de monde. Le film tient, en fait, à une famille de 3 plus le gardien, disons, de l'endroit. L'hôtel, pour moi, devient comme un personnage. Ça a été tourné, filmé de façon à ce que ce soit pratiquement impossible à décoder. C'est-à-dire que quand tu vas voir un vieux Hitchcock, par exemple, tu arrives toujours à comprendre pourquoi le personnage a des troubles psychologiques, disons. Tu arrives toujours à dénouer l'intrigue. Et ce qui me fascine avec The Shining, c'est qu'il n'y a aucune explication. On peut penser que Nicholson hallucine tout le long du film, mais à la fin du film, le personnage féminin, la femme de Nicholson, elle aussi a des apparitions, voit des choses. Fait que c'est un film qui est très difficile à décoder. La fin, pour moi, est extraordinaire. Dans Le Labyrinthe, c'est une des plus belles fins de films d'horreur de l'histoire. Oui, c'est pas mal une des plus belles fins de films. C'est extraordinaire. Alors, Kubrick. Oui, mais Kubrick, tu sais, t'as Nicholson, t'as Kubrick, t'as Stephen King. Même si Stephen King n'a pas aimé la version film, d'ailleurs, King a refait sa version pour la télé en 4, 5 ou 6 épisodes. Oui, avec Mick Garris. Oui, puis qui est plutôt ennuyante, d'ailleurs, sa version. Et King n'aimait pas vraiment la version de Kubrick parce que Kubrick... Il avait changé plein de trucs. Là. Ben oui, mais quand tu regardes le film et tu lis le livre, je pense pas qu'il y a plus de 20 pages du livre qui ont été gardées. En fait, ce qui a été gardé, c'est l'hôtel puis un peu les personnages, mais le labyrinthe n'existe pas dans la version de Stephen King. Est-ce que tu avais lu le livre avant de voir le film? Oui, j'ai lu le livre il y a longtemps. J'ai vu le film plusieurs fois et ensuite, j'ai relu le livre parce que je me disais, parce que j'avais oublié la version de Stephen King, je me disais qu'il n'y avait pas tant d'éléments que ça qui avaient été gardés dans la version de Kubrick. Et effectivement, il y a très, très, très peu d'éléments. Entre autres, le labyrinthe n'existe pas. Et donc, j'étais fasciné par ça, par l'idée d'essayer de décoder ce film-là qui est pratiquement indécodable. Et en 2008, je suis tombé en amour sur Facebook avec une fille, ce qui arrive quand même souvent. Mais le hasard a fait que cette fille-là vivait au Colorado. Ah! Et c'est sûr que c'est exotique faire 3 heures d'avion pour aller voir ta blonde. L'histoire n'a pas duré longtemps. Mais quand on s'est mis à parler ensemble, elle m'a appris que Stephen King avait habité à Boulder, au Colorado, et qu'il avait écrit le livre au Stanley Hotel dans un parc national qui s'appelle Estes Park au Colorado. Et j'ai été dormir dans la chambre du film. Et quand je dis dormir dans la chambre du film, c'est pas dans le film de Kubrick, parce que Kubrick a tout refait en studio. Là. Ouais, mais 237, là. C'est ça.
j'ai dormi dans la chambre où Stephen King a écrit l'idée de départ de The Shining au Stanley Hotel. Et quand tu réserves cette chambre-là à l'hôtel, quand tu ouvres la télé 24 heures par jour, tu peux juste voir le film The Shining. Tu peux rien voir d'autre. Tu ouvres la télé n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est The Shining. Et évidemment, il y a tous les livres de Stephen King dans cette chambre-là. Le moment le plus hallucinant, c'est quand tu vas prendre un bain, parce qu'évidemment, ceux qui ont vu le film se rappellent que la belle madame qui sort du bain devient une espèce de femme qui est dans le bain depuis 50 ans. Putréfaction, exact, en état de putréfaction. Et il y a des visites guidées, bien sûr, à l'hôtel, mais 2 fois par jour, il y a des guides qui amènent les visiteurs jusqu'à la porte, mais les visiteurs n'ont pas le droit de toucher à la poignée de porte ou de tenter d'entrer dans la chambre. Et ma copine qui est avec moi, quand les visites approchaient, elle donnait un coup sec sur la poignée de porte pour faire sursauter les gens de l'autre côté. Et ce qui est extraordinaire du Stanley Hotel, c'est qu'il y a une boutique souvenir, bien sûr, comme dans... Il y a une boutique souvenir, sur les murs, c'est tacheté de plaques de sang. Il y a des t-shirts pleins de sang, il y a des affiches de Nicholson, des affiches avec la hache. Et c'est un hôtel où il y a beaucoup de gens qui vont célébrer leur mariage. Alors, nous, quand on était dans la boutique souvenir, parce que j'ai acheté des bébelles, à droite, tu regardes la boutique souvenir avec des éléments d'horreur, puis à gauche, il y a un petit orchestre de chambre parce qu'il y a des gens qui célèbrent leur mariage. C'est surréel, pareil. C'est un endroit fascinant. Et cet hôtel-là, c'est l'hôtel qui sert dans le film Dumb and Dumber. Oh my God! Oui. Wow. Quand ils arrivent avec la voiture de sport qui ouvre les portes, c'est à cet endroit-là, le Stanley Hotel. Et il y a une légende urbaine qui raconte que dans la chambre où j'ai dormi, il avait offert cette chambre-là aux principaux comédiens du film. Et au bout de 15 minutes, ils sortaient tous pour dire « Je ne veux pas dormir là ». Alors, c'est vraiment un endroit extraordinaire. C'est un endroit magnifique qui ne ressemble pas c'est parce que Kubrick a tellement trafiqué de choses. Autour de l'hôtel, il doit avoir 200-300 habitants dans un rayon d'1 ou 2 kilomètres. OK. Dans le film, ils ont utilisé un autre hôtel pour les extérieurs. L'intérieur a été complètement refait en studio. Mais c'est vraiment... en fait, c'est l'hôtel qui a servi pour la version de Stephen King, pour la télé américaine. Ah! Oui. Parce que je suis curieux quand même. Oui, King n'a tellement pas aimé la version du film de Kubrick parce qu'il n'avait rien retenu de son livre. Semble-t-il que King avait même offert d'écrire un scénario à Kubrick que Kubrick n'a même pas voulu lire parce qu'il y avait sa scénariste avec qui il est habitué de travailler. Et donc, ils ont refait pour la télé américaine une télésérie en quelques épisodes, mais qui est un peu ennuyante, qui respecte le livre de King. C'est Stephen King qui l'a réalisé d'ailleurs. Et à partir de cette visite-là, à un moment donné, j'ai été dans une convention. Il y a un gars que vous connaissez peut-être qui s'appelle Danny Drouin qui vend des affiches. Danny avait un kiosque. Danny avait un kiosque dans une convention sous-sol d'église, une convention sur le cinéma, pas sur l'horreur. Le Ciné-Bazar. Ciné-Bazar, exact. Alors, j'ai été là il y a peut-être une dizaine d'années, autour de 2008. Oui, puis j'ai rencontré Danny, puis moi, j'arrivais de l'hôtel au Colorado. Là, je vois une affiche de Shining, puis j'ai dit, c'est débile, c'est beau, c'est magnifique. Et puis là, Danny m'a dit, j'ai beaucoup de choses. Puis à mesure, j'ai continué à acheter des choses. Et moi, par moi-même, j'ai trouvé du matériel. Puis je me suis amusé à me monter une collection. D'ailleurs, la peinture, parce que vous voyez derrière moi, c'est une peinture 4 pieds par 6. C'est pas une photo, c'est une toile faite par une peintre de Montréal qui signe Margot. Son vrai nom, je crois que c'est Nathalie Gauthier. J'ai acheté ça au Atomic Café sur Ontario. J'adore cet endroit. C'est magnifique cet endroit-là. J'étais là souvent pour des présentations de vidéos genre Total Crap. Là. Et puis, j'ai acheté la toile. J'ai plein de matériel, peut-être que je vous montrerai tout à l'heure, des versions d'affiches en japonais, en allemand. J'ai l'autographe des jumelles, l'autographe des comédiens. J'ai l'autographe de Nicholson que j'ai échangé contre 2 billets de spectacle de RBO au Centre Vidéotron. Alors, c'est vraiment amusant parce que j'aime beaucoup les marchés aux puces, les bazars. J'ai une belle collection de cartes de hockey, d'appareils photo, de vinyle. Je suis un nostalgique heureux, finalement.
T'es comme nous. On est tous des J'aime collectionneurs. les objets, parce que j'ai une collection de vieux vinyles, puis des fois, je me fais dire le son est meilleur en MP3 ou peu importe. Moi, c'est pas pour le son, ça me dérange pas. Je vais pas argumenter sur la qualité sonore. Moi, c'est les objets que j'aime. J'aime manipuler une pochette. J'aime le rituel de mettre un disque sur une table tournante. Et pour The Shining, c'est une façon de m'amuser quand je vais dans des conventions. Parce qu'à quelque part, quand je vais dans des conventions horreur au cinéma, ben, j'ai un objectif de me trouver un objet qui a rapport à The Shining. C'est juste de dire, comme quelqu'un va aller à une convention et va chercher des souvenirs des Beatles. Mais t'es chanceux, Richard, parce que t'as focusé sur quelque chose. Parce que nous autres, on en a tellement là, des lubies, puis des films qu'on suit, tout ça. Toi, t'as au moins focusé sur un en particulier, puis ça va nous faire plaisir de voir les objets que tu vas vouloir nous montrer. Mais là, je pense qu'on est rendu au moment où on va présenter les questions en rafale. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? C'est ça, on voulait pas trop te couper parce que on aime ça les passionnés, puis c'est le fun parce que tu tripes, puis nous on est des tripeux, on est comme toi. Mais quand on pose des questions à rafale, ça c'est vraiment pour découvrir tes intérêts au niveau horreur. On creuse un peu plus loin. On va essayer de parler de Shining. Pas de problème. Moi, je suis un tripeux de métal, puis là les gars, le Zomblard, il va sûrement popper et me dire hey, retourne sur l'horreur. Puis moi je suis tes chroniques, tout ça. Hey, retourne sur l'horreur! Voilà, c'est ça. Puis c'était prémédité. Ta chanson préférée de Black Sabbath, c'est quoi? Parce que Black Sabbath, c'est un film d'horreur aussi, tu sais. C'est la chanson Black Sabbath qui ouvre le premier album. C'est d'ailleurs où la chanson sur Master of Reality, quand ils se mettent à tousser, là, parce qu'ils ont trop fumé de weed, là. Ouais. Mais Black Sabbath, la première, ce que je trouve extraordinaire de cet album-là, c'est que très rarement ou pas souvent sur la pochette de disque, tu as ce qu'il y a sur le vinyle. Ouais. Et quand tu regardes la pochette du premier Black Sabbath, c'est exactement ce que tu as sur vinyle. Et j'ai été voir Black Sabbath il y a exactement 5 ans. Mon garçon de 16 ans, quand je lui ai demandé ce qu'il voulait comme cadeau de fête, il m'a dit « J'aimerais ça aller voir Ozzy puis Black Sabbath ». Et à ce moment-là précis, j'ai réalisé que j'avais réussi son éducation. Et ça a été ma plus belle nouvelle quand il m'a dit « Je vais aller voir Black Sabbath ». On a été voir Black Sabbath il y a exactement 5 ans au Centre Bell. Et le quand Ozzy est arrivé... Ouais, j'y étais. Oui, bon, ben un connaissant. Quand Ozzy est arrivé sur scène, j'ai dit à mon garçon, un peu trop fort, j'ai dit « Ça se peut qu'il meure devant toi ce soir. » Mais les gens autour n'ont pas trouvé ça drôle, mais... Non. Tu sais, Paul McCartney, il a 79, mais il fait plus jeune que 79. Ouais. Et Ozzy, je sais pas trop, il a début dans les années 70, mais lui, il fait 114. Il en a tellement pris, là. Ah, mais c'est hallucinant. Mais autant il a de la misère à marcher, puis il s'accroche à son micro pour chanter, autant le show était tellement solide. Il chante encore. La complicité guitare-basse, il y avait un nouveau drummer, un jeune, avec Ozzy, c'est tellement solide. Puis ce gars-là a encore tellement de charisme, même s'il peut mourir n'importe quand. J'ai adoré ça. Mais tout ça, bon, on revient à la chanson, c'est vraiment la première de Black Sabbath du premier album. Je suis complètement d'accord. Puis on entend la sorcière quasiment, avec l'orage. Ta pochette de vinyle illustrée par Giger, préférée, ça serait quoi? Ah, ben c'est Brain Salad Surgery d'Emerson, Lake and Palmer, ça c'est certain. J'ai pas la version de la pochette qui s'ouvre au centre que j'ai déjà eu, que je recherche, la pochette vintage, mais c'est sûr, c'est magnifique. Semble-t-il que ça devait être plus osé à l'origine, mais que la compagnie de disques a censuré parce que la fille qu'on voit à l'intérieur, dans le rond, il devait avoir un genre de symbole phallique devant elle, mais la compagnie de disques a refusé que ce soit ça. Et le groupe a accepté, mais cette pochette-là est extraordinaire. Ben oui. D'après moi, c'est Disney qui ont fait ça. mais je comprends parce que Giger, il y avait des phallus partout. Hein? Mais c'était pas sur Brain Salad Surgery, ça c'est sûr. Moi, je me demande, parce que je sais que tu es un habitué des soirées douteux, hein? Oui, de Tommy Godette, ton film d'horreur douteux préféré? Aïe. Ton amarre, là, tu sais. Ah, ben, il y a le classique
Attack of the Killer Tomatoes, là, je pense. C'est pas très bon titre. Mais à douteux, j'avais vu un film horrible de japonais, un film japonais. Je pense que les Japonais sont les meilleurs pour les pires films et les meilleurs films. Puis c'était un genre de grosse glu qui tombait du ciel. Mais j'ai pas le titre. Je suis pas assez expert pour le dire. Mais je pense que c'est dans les films japonais les pires que j'ai vus. À douteux, j'en ai vu plusieurs parce que j'ai fait beaucoup de chroniques à douteux le lundi soir avec la gang de Tommy. Et d'ailleurs, si vous connaissez pas Mathieu Boudreau, l'humoriste, il est hallucinant. Il est vraiment weird, macabre, lugubre, mais il est vraiment drôle. OK, parfait. On va aller regarder ça. On passe en note. Oui. Ton film de Brian De Palma préféré? Étrangement, ce serait peut-être Phantom of the Paradise. Oui. On finit juste là, Nancy. J'ai adoré. D'ailleurs, j'en ai fait une chronique. Et quand j'ai présenté, j'étais dans une équipe au Cégep Antique autour de 72-73. Et quand on a présenté ce film-là, je suis tombé instantanément en amour avec la comédienne du film, Jessica Harper, je pense. Ouais. Et ça a été le coup de foudre immédiat. Elle l'a jamais su, mais je l'ai tellement aimé. Et c'est un film très classique du bon, du méchant, puis le bon qui se fait trahir après avoir reçu des promesses du... En fait, c'est une belle, comment dire, pas parodie, mais c'est un peu le milieu. Un hommage. Oui, un hommage, oui, au film. Un peu d'horreur et aussi se moquer de l'industrie du disque, de l'industrie de la musique. Le pire film, ça c'est sûr que le film, c'est Le Bûcher des Vanités que je trouve très, très mauvais. Je trouve que c'est un gâchis par rapport au livre qui est extraordinaire de Tom Wolfe. J'ai pas aimé du tout parce que Tom Wolfe a un côté très dramatique dans le livre et la version de Palma avec Tom Cruise, c'est plus un cartoon qu'autre chose. J'ai pas aimé du tout ce film-là de Palma. Carrie au bal du diable, ça j'ai adoré par exemple. La finale est extraordinaire. Avec la main qui sort du sol, ça c'est vraiment vrai. Même encore, moi je suis un public parfait pour les films d'horreur. J'ai été voir beaucoup de films avec mes enfants. Disons quand ma fille avait 14-15, mon gars 16-17, mon gars est un fan fini de films d'horreur. Et je fais des sauts, là, mais des sauts, là. Au film Insidieux, le premier, j'ai fait des sauts hallucinants. Mon gars était gêné d'être à côté de moi. C'est un très, très bon public pour les films d'horreur. Ben, tant mieux. Tu sais, il faut garder son cœur d'enfant. Je vais garder mon cœur de bébé, je pense. C'est excellent. C'est quoi le film qui t'a fait le plus peur? C'est sûr que c'est très classique. C'est sûr que Exorcist, ça, c'est le classique parce que j'étais jeune. C'était dans les premiers films. J'aime beaucoup l'atmosphère avec la musique de Mike Oldfield, de Tubular Bells. C'est extraordinairement bien utilisé. Alors que quand tu écoutes le disque tout seul, c'est très beau, c'est très joyeux. C'est comme les canons de Pachelbel Rock à quelque part. Là, mais associé aux images du film, c'est vraiment, vraiment fabuleux. C'est sûr, Exorcist. J'ai adoré la finale de Shining. J'ai adoré The Ring. J'ai pas vu la version japonaise, mais The Ring, j'ai adoré ça. Et je l'écoutais avec mon gars. J'habitais dans une vieille maison en bois rond, pièce sur pièce dans les Laurentides. Mon plus vieux garçon, quand The Ring est sorti, il devait avoir 12-13 ans. Et lui, sa chambre était dans le sous-sol. Puis on regardait The Ring ensemble. Puis là, je disais « Bonne nuit, Patrick! » Et lui, il allait dormir dans le sous-sol. T'aurais pu écouter Evil Dead ou Cabin in the Woods. Oui, exact. The Ring, je dirais, Exorcist. J'ai beaucoup aimé Insidieux, mais la finale est pas réussie vraiment là, dans l'espace noir. On dirait qu'arrivé à la fin, il manquait de budget pour une bonne finale. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé le pattern Insidieux parce que souvent, les films d'horreur, c'est une maison abandonnée dans le bois. Et Insidieux, c'est l'inverse. C'est une maison avec des voisins à 3 pieds de fait que loin du cliché du méchant dans le bois qui tue toute une famille, là, tu es dans une ville pratiquement. Et j'ai beaucoup aimé... c'est ça, le début de Insidieux, mais la finale, il manquait quelque chose. Hey, je veux revenir juste en arrière un petit peu. Tu parlais de ton pire film que tu as vu. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle The H-Men, qui a été fait en 1958, qui raconte l'histoire d'une bombe hydrogène qui a été explosée et qui a créé un protoplasme. Un homme protoplasme qui fait... Un homme protoplasme qui fait fondre tout le monde. Je pense que ça aurait bien d'allure, ça, Richard. Hein? Écoute, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais vu à Douteux. Alors, bravo d'avoir... j'aurais jamais retrouvé ce film-là, c'est sûr.
Ça fait plaisir. Bravo. Vous êtes des pros. Martin a fait ses recherches. J'ai encore une couple d'autres petites questions. Oui. Puis après ça, on va rapper les questions en rafale. Mais je me demandais ta scène de The Shining préférée. La scène dans les escaliers, Nicholson a été reprise 127 fois. D'ailleurs, c'est dans le livre des records Guinness. C'est complètement c'est avec le bâton de baseball, là. Et l'idée de Kubrick, c'était de mener les comédiens à bout, exténuer, les rendre dingues, les rendre fous. D'ailleurs, Shelley Duvall dit que ça a été son pire film à vie. C'est sûr que Kubrick l'a poussé à bout pour ça. C'est sûr, la scène du bâton de baseball dans les escaliers, ça, c'est un classique. J'aime beaucoup aussi la finale parce que la première fois, j'avais été très surpris. Je ne pouvais pas imaginer comment le petit gars allait s'en sortir dans le labyrinthe et le fait qu'il revienne sur ses pas à lui et que Nicholson, en Jack Torrance, se mette à continuer à marcher dans le labyrinthe. Je trouve que cette séquence-là est extraordinaire. Ouais. Avec la face congelée. Là, oui, j'ai une belle photo d'ailleurs. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Moi j'ai une question pour toi, Richard, aussi vite fait. C'est que tu nous parles du film depuis tout à l'heure, de la fin. Évidemment, c'est complètement différent du livre. Mais tu as préféré la fin du livre ou du film? Ah, ben c'est sûr que c'est dans le film. À la fin du livre, je pense que l'hôtel, il me semble qu'il retombe à... Brûle ou quelque chose de même? Oui, parce que c'est les espèces de bouilloires, les chauffe-eau qui explosent, explosion en série. Il me semble que c'est comme ça que ça finit. J'aime beaucoup mieux la fin du film. Et j'ai un exemplaire de la revue Rolling Stone, avril 1981, avec Nicholson assis dans la chaise. Wow. Ouais. Fait que vous aurez une grosse entrevue avec lui qui parle de ça, j'imagine. Exact, oui. Ah, wow. Oui, c'est ça. Nicholson raconte son tournage d'un vieux numéro de Rolling Stone. Génial. Dernière question, c'est la question qu'on pose à tout le monde. T'es-tu plus Freddy ou Jason? Aïe, c'est une bonne question. Écoute, non, ça, cette série-là, je vais pas m'en sortir facilement, mais il me semble que je les mets pas mal tous à des personnages à égalité, tous fort pas mal semblables, avec des belles suites. C'est vrai que ça rentre souvent dans la même catégorie. Tu sais, oui, moi, je les mets comme une même catégorie de films. Là. Je les placerai un à côté de l'autre. Ego, c'est bon, ça. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui n'est pas capable de choisir. C'est parfait. Une réponse de politicien. Tu sais, nous autres, on s'estime. Tu sais, moi, je dis, je suis Freddy. Martin, il est Freddy. Steve, puis Zomblard sont plus Jason, mais en même temps, on les aime toutes. Là, oui. C'est des beaux personnages. C'est la nostalgie. Tu sais, le cinéma, c'est ça qui est le fun avec ça, c'est qu'on revisite ces films-là avec la nostalgie de quand on l'a vu la première fois, puis on essaie de revivre ça, puis on essaie d'aller chercher des bouts de documentaires. Tu sais, tu parles beaucoup de Shining parce que t'es très fan, puis je te comprends, j'adore ça, je l'ai en vidéodisque juste là, puis je l'ai en DVD puis en VHS, puis j'ai toutes les versions aussi. Regarde un jour, ils vont nous sortir le vidéodisque. Wow! T'as les deux volumes. Je sais pas s'il y a 2 volumes. Oui, c'est 2 disques, en fait. Le vidéodisque, 2 disques. Je l'ai jamais ouvert, j'ai pas le lecteur pour le... C'est l'objet que j'aime beaucoup. Oui, c'est beau qu'est-ce qu'ils font. Oui. Mais je me demandais, tu sais, j'ai pas de souvenir qu'avec RBO, vous avez parodié des films d'horreur. Est-ce qu'il y en a eu? Oui, il y a eu quelque chose qui s'appelait La Grosse Gélatine. Comme The Blob? Il y a eu un sketch. Le Globe, c'est une grosse gelée verte qui est un peu comme le film que je racontais au départ. Là. Il me semble que le titre, c'est La Grosse Gélatine. C'est très mauvais, mais le sketch est mauvais d'un mauvais film, voulu tourner mauvais. Là. Fait que c'est le classique, un groupe qui s'en va d'une maison dans le bois avec juste une fille qui était Chantal. Puis évidemment que toute la gang s'en va pour laisser Chantal tout seul affronter le méchant gros globe en jello. Là. Il y a eu, celui-là, ce sketch-là existe. Puis sinon, tu sais, avec rapidement, là, avec les Bleus Poudres, je me rappelle que vous aviez, à Sans Limite, repris des images de Ilsa, Louvre des SS.
Oui, avec Roger Moquin. Puis là, tu sais, je voulais absolument en parler. J'ai eu ce flash-là aujourd'hui. Je me suis dit, OK, parle-nous de ça, Richard. Ben, c'est parce que ce qui a changé beaucoup en télé et dans les médias, c'est que à cette époque-là, premièrement, sur RBO puis Sans Limite, on n'avait pas d'avocat sur nos shows. On pouvait aller utiliser, on allait dans la salle des nouvelles à la télévision 4 saisons, on prenait les images d'archives qu'on voulait. On pouvait prendre des extraits de films. Personne ne nous achalait avec ça. Et maintenant, il faut demander la permission pour utiliser quoi que ce soit. C'était 4 saisons aussi. 4 saisons, c'était peut-être un peu plus lousse, là. Oui, mais même les débuts d'RBO, il y a eu 2 ans, 4 saisons, une année à TVA, une année à Radio-Canada, puis c'était pas compliqué d'aller chercher du matériel, des archives. Il n'y avait pas des permissions à demander comme... Tu sais, maintenant, même si tu tournes un sketch puis tu mets une peinture sur le mur dans ton décor de sketch, il faut que tu aies la permission de la personne qui a fait la peinture, tu sais. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Moi, je serais pas surpris que sur le show de Jean-René Dufort, en ce moment, il y a 3 avocats. Son avocat à lui, celui de la compagnie de production, celui de Radio-Canada. On n'avait pas ça, nous, des avocats sur nos shows télé et radio. Alors, c'était pas difficile d'aller prendre des images de Il Sol à Louvre des SS pour s'en servir. C'est l'idée de qui, ça? Les idées, ça circule tellement dans... On travaille toujours en groupe. Hein? Tu sais, c'est comme RBO. Il n'y a rien qui est signé d'un individu. Même les paroles des chansons, c'est toujours RBO. Je pense qu'il y a 2 groupes au monde qui fonctionnent comme ça, RBO puis U2. Tu sais, il n'y a pas un nom associé à un sketch parce que c'est toujours en brainstorming qu'on trouve les idées. Puis l'idée se développe. On tourne autour de la... c'est ça, l'idée tourne autour de la table, puis ça circule. Fait que c'est pas possible de dire qu'il y a eu l'idée de départ. C'est parfait. Donc, vous travaillez tous entre vous pour pas que ça soit n'importe quoi. Par contre, nous, on est capable de faire n'importe quoi avec justement notre chronique. All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors. N'importe quoi dehors. N'importe quoi on the road of the terror. J'aime comment Steve il essaye de parler puis il réalise même pas qu'il est mute. Je suis désolé, je disais que super enchaînement, Zomblard, que tu t'en viens pas pire là, comme host, là, enfin. Oui, c'est bon. Pour la chronique n'importe quoi, cette semaine, je veux pas prendre beaucoup de temps, mais je veux parler d'un triste événement, en fait, que j'ai vu aujourd'hui. En fait, que le festival Vitesse Lumière de Québec tire sa révérence. Pour ceux qui ne connaissent pas Vitesse Lumière, moi, j'ai connu Vitesse Lumière parce que mes courts-métrages passaient à Spasme. Je filmais les soirées Spasme dans le temps, il y a 15 ans. Et à un certain moment, quand on a sorti notre premier long-métrage anthologique, Carniard et la gang de Vitesse Lumière avaient dit... Non, non. Tu peux pas parler de ça, c'est trop triste. C'est trop triste. Comment me déstabiliser. Donc, Carniard m'avait dit venez à Vitesse Lumière, on va passer la bande-annonce. Puis c'était en 2004 ou en 2005, là, je me rappelle plus la date. Et j'avais découvert un festival d'horreur fantastique, mais complètement différent des autres festivals. Parce que, premièrement, c'était au Musée de la Civilisation. Donc, il y avait un gros décor là, très futuriste à toutes les années qui était fait par la gang de Vitesse Lumière. C'était exceptionnel. Tu pouvais t'asseoir à l'intérieur, puis au Musée de la Civilisation à Québec, tu as une porte que tu sors dans la cour arrière, là, une cour intérieure arrière. Et là, il y avait un autre écran là. Et il y avait la bière, la Barberie, que je ne sais pas si ça existe encore, désolé. Oui, bon. Qui était là, c'était la bière officielle. Et des gens avaient des tables. C'était comme une petite mini-convention et un festival. Et ils faisaient leurs grosses soirées là, au Musée de la Civilisation. Puis il y avait aussi des projections dans un sous-sol d'une église que je me rappelle plus. Et ensuite, on finissait tout le temps nos soirées au bar, le temps partiel. Et j'ai vraiment été souvent à Vitesse Lumière. Mon documentaire Under the Scares avait passé là. Les courts-métrages qu'on a fait. Martin, je pense que vous aviez gagné un prix, vous autres, avec Actum à Vitesse Lumière. Hein? J'ai gagné mon premier prix à vie, le prix du public pour mon court-métrage El Gripe del Terror. Ouais, fait que, tu sais, puis je me rappelle une année, on avait passé notre court-métrage là, de Hit, là, et c'était Jean-François Rivard qui était, allô le chat, Jean-François Rivard qui était un des juges. Il avait comme inventé une catégorie, le meilleure tuerie là, pour nous autres, là, puis le trophée, en fait, c'était une grosse garnotte qui peinturait en or, c'était le météore d'or, puis il te donnait ça. C'était vraiment splendide comme festival. Ça, c'est Carniard qui a parti ça. Hein? C'est Carniard qui a parti ça avec d'autres
personnes. Désolé, là, j'oublie les autres personnes. Il y avait Robert, que j'oublie son nom de famille, malheureusement, DJ Chronos, qui était son pseudonyme, whatever. Et ben c'est ça. Là, cette année, j'ai vu qu'en date du 14 septembre, il décidait d'arrêter Vitesse Lumière parce qu'il n'y avait pas les fonds de la ville ou de subventions pour soutenir le festival. Et ben je trouve ça triste. Parce que c'était un bon festival. Donc voilà, c'était mon n'importe quoi. On leur lève notre verre, notre bière. Effectivement, à vitesse lumière avec ma tasse de Deadly Ground Coffee. Ça aussi, j'ai acheté ça le week-end dernier. Merci beaucoup pour le beau festival. On est vraiment déçus que vous soyez partis. Richard, est-ce que tu connaissais le festival ou pas du tout? Non, je pense que mon image est gelée à quelque part. Là. Ben ouais, ça l'arrive. Tu peux en parler pareil. OK. Bon, ben, en tout cas, en plus, ça a gelé sur pas mon plus beau profil. Non, je connaissais pas le festival du tout. Bon, désolé. Mais là, parlant de festival. Ben, c'est exactement ça. Je m'en allais pour parler de festival. Là. Attends une minute. Là, Richard, il faut rétablir ton image. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le sort du podcast et qu'on le ramène tout de suite après? Ah, ça a dégelé? Oui. Et voilà. Good. On l'a dégelé, c'est parfait. Ouais. Fait que là, j'ai entendu parler, moi, du grand sacrifice. Oui, ben José est avec moi, c'est elle qui organise ça. Peut-être que vous pouvez lui parler. Salut José. Faut que tu te démutes, par exemple. Mais là, il va peut-être avoir du feedback avec Richard, je sais pas, là. Ah, ben vous pouvez me couper. Salut les gars, ça va bien? Oui, ça a l'air correct avec les micros, là. Hey José, je suis content de te voir. On s'est parlé souvent au téléphone ou par Internet, mais on s'était jamais vu. Donc, voici ma face. Salut les gars, merci de nous avoir chez vous, c'est très apprécié. Pouvez-vous nous parler de ça, ce nouveau festival-là? Parce qu'en plus, ben, Richard a dit tantôt, vous allez être à Matane. On va être à Matane, donc on va aller voir ça. Dans le bas du fleuve. Oui, mais j'ai jamais été là de ma vie, hein, dans ce coin-là. Bon, ben voilà. C'est pour ça qu'on l'a organisé, pour vous faire venir à Matane. Ben en fait, on est vraiment inspiré par ce que Spasme fait, parce que Vitesse Lumière a fait. Donc, on trouvait, nous, en fait, moi et Jonathan Massé, mon acolyte, on est revenu. Moi, je viens de la région, lui vient de Montréal. Évidemment, j'ai été travailler en ville et là, je suis revenu en 2016 en même temps que lui, pur hasard. Et on s'est connus, puis en fait, on parlait de ce qui pouvait peut-être nous manquer de la ville, puis je vous dirais que Spasme, c'était un gros hit. Donc, on a décidé de recréer quelque chose pour le bas du fleuve, là, carrément, pour avoir quelque chose à notre niveau. Puis au Cégep de Matane, on a beaucoup d'étudiants vraiment déchaînés et créatifs qui foisonnent d'idées. Puis je me dis, c'est l'endroit idéal pour leur offrir un contexte de création qui est moins formel, tu sais, que le milieu académique auquel ils sont souvent confrontés. Donc là, ben c'est le lieu idéal pour qu'ils puissent s'éclater sans avoir de mauvaises notes. Donc, c'est ça, c'est pour ça. C'est vraiment par intérêt personnel, puis parce qu'on voyait que dans le coin, il y avait quand même une opportunité. Matane a déjà eu des grosses soirées kino à l'époque. Ça marchait au bout. Donc, ben voilà, c'est ça, on s'est dit pourquoi pas. Fait qu'il y a des fans de cinéma, tu sais, il y en a partout, puis c'était un manque là, tu sais, dans le coin. Puis je sais qu'à Matane, il y a un gros programme tu sais, il y a beaucoup de programmes d'art, de photographie, des choses comme ça. Multimédia, photo, animation 3D. Donc, les jeunes avaient déjà l'impulsion de participer à des concours. Moi, je travaille au Cégep, donc je voyais les jeunes déjà en faire des courts-métrages, etc. Mais souvent, ben, il y a beaucoup de contraintes, puis ben moi, je suis pas très sérieuse non plus dans la vie. Fait que je me dis, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Faire un party. Et, faire un gros party avec ça, se lâcher lousse, faire du faux sang en quantité industrielle à Matane, pourquoi pas? José, j'ai une question pour toi. C'est-tu seulement du fantastique? Ben nous, on est notre créneau, c'est plus le cinéma d'horreur. Mais, tu sais, on s'est vraiment, honnêtement, super inspiré de ce qui se faisait à Space. Donc, tu sais, la partie humour, série B, et quelque chose qui nous plaît beaucoup. Donc, on espère que les gens vont mettre de l'avant aussi. En tout cas, nous autres, on va se plaire, c'est sûr. Ceci étant dit, on accepte stop motion, animation, n'importe quelle discipline pour l'instant. On accepte tout ça, mais c'est sûr qu'il faut évidemment qu'il y ait un petit côté grinçant à la recette. On n'est pas tant que ça dans le département de l'histoire d'amour. Donc, c'est une durée de combien de temps, ça?
Les films qu'on accepte. L'événement au complet. Le festival, en fait, c'est le 15 et 16 octobre. La soirée de gala va être le 16 octobre. Le 15 octobre, vous serez avec nous, avec Isabelle Grondin aussi, que vous connaissez sans aucun doute. Très bien. Cool. Oui. Carnillard vient nous voir le 29 septembre. Merci Carnillard. Il va venir nous parler de son métier. On va avoir un artiste local dont je ne peux révéler le nom en ce moment parce qu'on attend des autorisations qui devraient nous faire un atelier sur le son le 6 octobre. Et on a eu une conférence la semaine passée aussi et une autre durant l'été. Sur la scénarisation et justement l'art de faire des courts-métrages à petit budget. Donc, on essaye évidemment d'inclure un côté quand même éducatif à notre festival parce que c'est sûr que dans la région, c'est peut-être moins accessible à monsieur tout le monde. Fait que l'événement, il y a encore plus ça. C'est ça, sachez que au Cégep de Matane, il y a une énorme population qui vient d'ailleurs, qui vient de la France, de la Réunion, de bien des pays francophones. Donc, pour eux, c'est un nouveau contexte. Donc, puis ils viennent d'ailleurs, ils ont déjà fait le voyage, donc on s'entend que la motivation est dans le piton. Donc, on leur donne des contextes pour s'exprimer, créer, expérimenter. That's the plan. C'est un beau projet. Et Richard, dans ce projet-là, tu t'insères où exactement? Moi, je vais animer la soirée de gala du samedi soir. Oh! Ouais. En fait, je dirais, Richard, il vient agir comme gars extrêmement cool au festival. Tu sais, il ajoute un niveau de coolitude quand même assez intense. Moi, je suis un gars facile. Vous m'offrez une bière, puis je dis oui. Fait que... L'animation, ça te connaît un peu quand même. Hein, c'est amusant à faire. J'ai hâte de faire ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir les films, c'est sûr. C'est toujours une belle expérience. Je veux dire, si vous êtes fié sur Spasme en plus, vous êtes à Matane, c'est quand même un maudit bon bout d'ici. Mais nous autres, c'est ça, on en mange du cinéma de ce genre-là, des courts-métrages, etc. Spasme, c'est pas nouveau pour nous autres. Vitesse Lumière, c'est pas nouveau. On est vraiment content de pouvoir aller faire un tour là-bas. J'ai vraiment hâte de voir que ça a l'air. Vous êtes chanceux, j'aurais aimé ça y aller vous autres, mais en tout cas, peut-être l'année prochaine, on s'en reparlera. Mais vraiment, c'est fun que vous fassiez une place aux cinéastes de votre coin, puis de leur donner une plateforme, puis de leur donner un micro pour présenter leur film. C'est vraiment l'objectif. Puis à chaque année, là, je suis déjà en train de placer mes pions pour l'année suivante. Donc, c'est sûr qu'on veut que ça devienne un événement récurrent et on remercie vraiment Spasme et Vitesse Lumière d'avoir... de nous avoir ouvert la voie et on est vraiment un petit frère là, qui commence à peine et qui espère va vivre un peu. J'ai un bon feeling, j'ai un très bon feeling même. On espère avoir du fun en Gaspésie parce que vous remarquerez que depuis la pandémie, la Gaspésie est devenue une destination extrêmement trending. C'est parce qu'il fait tellement fret que ça tue le virus. Exact. Oui. J'ai vraiment hâte parce que, j'ai jamais été dans ce coin-là, mais je trouve ça le fun d'avoir des festivals qui naissent, en fait, à l'extérieur des grosses villes comme Québec puis Montréal. Tu sais, pendant un bout, il y a eu Frisson du Nord qui était au Saguenay, que j'ai été 2 années de suite, puis j'avais adoré l'expérience. Donc, écoute, c'est le fun quand c'est à l'extérieur. Le genre, par exemple. Quand c'est dans le genre, c'est encore plus intéressant pour nous autres parce qu'il n'y en a quand même pas une tonne. Il y en a des gros qu'on connaît depuis longtemps. Mais juste de savoir qu'il y en a un nouveau là, qui va être présenté à Matane, c'est super excitant. J'ai vraiment hâte. Oui, puis évidemment, c'est ouvert à l'ensemble du Québec, mais c'est sûr que nous, là, on focus sur notre région. Hein? Quand on vient des régions éloignées, on est très... On a très à cœur le développement de notre région, mais évidemment, ça s'adresse à tout le monde au Québec. C'est un créneau qui permet quand même beaucoup de fantaisie. Donc, je pense que c'est ça qui est le fun. Là, quand tu es au cégep, tu veux expérimenter. Fait que tu te lâches là. Là, je vois. J'ai une question pour toi, là, parce que moi aussi, c'est pareil, je suis comme Steve, je connais pas du tout Matane. Il y a des gens qui vivent là-bas? Ah ouais! Oui, on est 2, José et moi. Oui, il y a des gens qui vivent ici. En fait, la particularité, c'est juste qu'il y a plus de distance et de pieds carrés entre chaque individu. Donc, quand on voit des êtres humains, on n'est pas agressé comme en ville. T'sais, on est tout le temps content de voir les gens parce qu'il y a beaucoup de moments où tu n'en vois pas. Donc, les rapports sont beaucoup plus sains.
Je vais être honnête avec toi, des fois, c'est ce genre de festival-là qui est plus populaire parce que justement, tu sais, c'est out of nowhere. Puis les gens, non, mais pas vrai. Des fois, les gens sont comme plus intéressés à ce genre de choses-là. On a vu ça souvent. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, moi, je viens d'une région, je viens de Chicoutimi, tu sais, puis quand il y a quelque chose qui se passe, ben enfin, tu sais, on y va, tu sais, on veut avoir du fun, on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Fait que, tu sais, je pense que les gens vont se garrocher, puis en tout cas, je vous le souhaite. Puis, Merci. Puis en tout cas, on se verra l'année prochaine, probablement. Là, je pense Sans aucun doute. je pense que c'est le temps de l'anecdote. Ben oui, c'est ça, parce que c'est le fun, parce que quand on va dans des festivals comme ça ou des conventions, on revient toujours avec plein d'anecdotes. Et voilà. C'est notre petit temps de l'anecdote. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Écoutez, je trouve ça un petit peu difficile de faire l'anecdote dans le sens que, tu sais, on entend José et Richard parler depuis tantôt et c'est super intéressant d'entendre parler de ce festival-là qui s'en vient, d'entendre parler, Richard, de sa passion pour The Shining et tout. Mais en même temps, j'ai besoin de parler de ce qui est arrivé en fin de semaine sans rien dévoiler. En fin de semaine, on a été sur la route de l'horreur pour travailler sur l'un de nos épisodes. Et on a eu la chance... Mais tu peux teaser un peu, là, tease un peu le monde. Non, Spoiler alerte! Spoiler alerte! Aucun spoiler, c'est une anecdote. Quand on est en voyage, on n'est pas tout le temps en tournage. Et quand on n'est pas en tournage, on en profite pour faire autre chose comme des émissions de podcast, des émissions spéciales pour autre chose, mais aussi pour discuter entre groupes. Et quand on discute entre groupes, ça devient très intéressant parce que, OK, on ne se le cachera pas, quand on est dans les chambres d'hôtel, à un moment donné, on décide de prendre un bon coup. Tu sais, on aime la bière, on aime l'alcool, tu sais, comme à peu près tout le monde. Ça, on prend un petit coup. Et j'ai eu la chance de prendre un petit coup avec Guillaume qui est un de nos techniciens. Et c'est la première fois que Guillaume regardait un Nightmare on Elm Street. C'est vrai. Et je l'ai écouté avec lui parce que j'aime ça vivre l'expérience avec quelqu'un d'autre quand vient le temps de regarder un classique de ce genre-là. Mais ce qui est le fun avec Guillaume, c'est que Guillaume, c'est un analyste, c'est un technicien et tout. Et lorsqu'on regardait le film ensemble, non seulement est-ce que j'expérimentais ce que je regardais et que j'aimais déjà, mais j'expérimentais aussi ses commentaires analytiques. Et c'était une toute autre expérience. Et je dois dire aux gens que si jamais vous voulez faire découvrir un classique à quelqu'un qui a le goût d'écouter des films d'horreur, tu sais, parce qu'il aime ça, mais qui n'a jamais vu les grands classiques comme, mettons, Freddy, Jason, Chucky, Michael Myers, whatever, ça peut être n'importe quoi, tu sais. C'est toujours plus intéressant de l'écouter avec quelqu'un qui ne l'a pas vu. Parce que Guillaume, lorsqu'on l'écoutait, il me fascinait. Il me fascinait dans le sens que quand j'écoutais le film, je ne regardais pas seulement une histoire des personnages, du sang, des meurtres. J'expérimentais aussi le côté psychologique qu'il y avait derrière les scènes qui étaient tournées. Mais c'est quoi le film que vous avez écouté? Un Nightmare on Elm Street. Si tu avais écouté, tu aurais compris. Il me décrivait tout ça avec des détails incroyables. Puis moi, j'avais jamais vu le film de cette façon-là. Donc, je regardais le film avec une toute nouvelle expérience et Guillaume m'a appris à apprécier encore plus le film parce qu'il y a des faits qu'il sortait sur le film qui étaient complètement inconnus pour moi. Ça y est, il est encore amoureux de quelqu'un, celui-là. Mais c'est pas de Guillaume, Zone Blanc, c'est plus de Freddy, encore plus. So, quand on me demande Freddy, Jason, je retourne encore avec Freddy. Tout ça pour vous dire que, encore une fois, si vous avez la chance d'écouter des classiques avec des gens qui ne les ont pas vus, faites-le. Prenez une bonne bière, amusez-vous, puis discutez du film pendant que vous discutez ensemble parce que c'est le fun. Sauf si vous êtes au festival,
du grand sacrifilm, fermez votre gueule pendant le film. Après ça, discutez du film. Alors, c'est ça mon anecdote. Ben, ça va l'air le fun, en tout cas, d'écouter Oui, Nightmare on Elm Street en gang comme ça. Puis surtout quand tu tombes sur quelqu'un qui a assez un gros bout, là, qui a écouté beaucoup de documentaires. Il y a eu Never Sleep Again, il y a eu plein de trucs super intéressants sur le making-of. Puis tantôt, Richard, on parlait de Shining. Puis Room 237, il y a plein de documentaires qui se sont faits. Puis quand tu aimes un film, tu veux en savoir plus. Tu veux savoir ce qui s'est passé en tournage. Tu veux savoir qu'est-ce que le réalisateur a fait. Tu veux rentrer dans leur tête. T'sais. Exact. Mais toi, est-ce que tu as des anecdotes liées à ta passion pour l'horreur? Des fois où j'ai regardé des films avec mes enfants, ça c'est sûr. Les fois où j'ai été au cinéma avec eux puis j'ai eu peur. D'aller dormir une nuit au Stanley Hotel, ça c'est fou. Une expérience vraiment. Puis en plus, la route qu'on prend pour aller là ressemble à la route de la petite Volkswagen de Nicholson au début du film, parce que tu as des précipices là, pour aller au Stanley Hotel. Il y a, une fois par 5-10 ans, il y a un auto qui s'écrase à 200-300 pieds plus bas. Là. Oui, c'est extraordinaire la route. Puis tu pars de Boulder au Colorado, c'est la plaine. Boulder est au bas de la montagne, au bas des Rocheuses. Et moi, j'étais là en juin, il faisait 32, 33, 34 degrés à Boulder. Et quand on est arrivé au sommet, il y a des gardes forestiers qui nous ont bloqués parce qu'il y avait une tempête de neige au sommet. On est arrêté au début de la neige, on était en sandales, en Bermuda puis en T-shirt. Puis au sommet des Rocheuses, dans ce coin-là, ben c'est les neiges éternelles. Puis avant d'arriver, parce qu'on a été là après avoir été au Stanley Hotel, là, c'est vraiment une expérience parce que je me revoyais toujours dans le film. J'avais toujours l'impression que Nicholson allait arriver avec sa hache quand on était dans la chambre. Puis tout est fait pour rappeler... évidemment Stephen King, parce que Stephen King a habité à Boulder pendant un bout de temps et a écrit son livre au Stanley Hotel, The Shining. Puis il y a beaucoup de légendes urbaines autour de ce film-là. Semble-t-il que dans la chambre 237, mais en fait, la chambre 237 n'existe pas à l'hôtel. C'est la chambre 217. Et dans l'hôtel, il ne voulait pas qu'il y ait une chambre 237 parce qu'il disait que personne ne voudrait aller dormir dans cette chambre-là. Moi, je suis allé. Et étrangement, la chambre la plus populaire, c'est la 217, alors que dans le film, c'est la 237. Il y a une légende qui dit qu'à l'époque où les gens se chauffaient au gaz, puis qui s'était éclairé au gaz, il y a une personne de l'hôtel qui a été victime d'une explosion, qui a perdu une jambe, je pense. Les propriétaires de l'hôtel lui ont dit, pour le reste de tes jours, tu es logé, nourri, tu vis avec nous, puis tu vis dans cette chambre-là. Ça, c'est la légende de départ de Stephen King. Lui allait passer beaucoup de temps dans cet hôtel-là à l'automne et il s'est imaginé à un moment donné, ce serait quoi de passer un hiver au complet dans un endroit comme ça s'il était gardien de sécurité. Relié aussi, lui, la version de King, c'est plus relié à la consommation de l'alcool et l'isolement qui rend fou, alors que Kubrick a un petit peu détourné le sujet de l'alcool. En fait, c'est pas présent du tout dans le film, là, ou très peu, à part quand Kubrick est dans la salle, quand Nicholson est dans la salle de bal. Le bar avec le barman. Là. C'est ça. Mais c'est une belle expérience d'aller dormir à cet endroit-là quand tu es un fan du film. C'est sûr qu'en tant que pas réalisateur, mais producteur du show de SLR, c'est une place qu'on aimerait bien aller. Hey, mais vous devriez. Et la chambre en question qui est identique, nous, on a été là une semaine. Et la chambre, en fait, 217, qui est identique à toutes les autres, coûte 7 ou 8 fois plus cher que... On l'a réservé juste une nuit parce que c'était juste le trip d'être dans la chambre Et c'est ça, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit comme dans le film parce que Kubrick a mis ça en décor à quelque part, a recréé ça en décor. Mais c'est drôle, hein, parce que tu dis que la chambre 217 est super populaire, super chère. On s'en calisse-tu, nous autres, de la moitié de chambre 217, nous autres, on veut aller à 237. Allez-y avec... Il y a quelque chose à faire avec votre émission
d'aller faire un tour au Colorado parce que c'est vraiment un endroit extraordinaire. Définitivement. Clairement, c'est un rêve. Puis, tu sais, à quelque part aussi, tu sais, ils ont fait des festivals de films aussi au Stanley Hotel, tu sais, puis ils ont passé des films d'horreur. Fait que, tu sais, c'est vraiment un endroit qui est déjà mythique, le fait que Stephen King a été inspiré par cet hôtel-là, tout ça. Vraiment, belle jasette, Richard. Merci. On est déjà rendu à la fin de l'épisode. Ça fait plaisir. C'était vraiment le fun de jaser de films d'horreur, de Shining beaucoup, de Le Grand Sacrifilm qui s'en vient. Bon succès à tout ça. Puis ben, on va remercier nos commanditaires. Hein? Film Fanatique, hein? Horreur Fanatique. Je ne sais pas si c'est encore nos commanditaires, sûrement. Hein? Les bières philosophales qui nous nourrissent à toutes les semaines, on dit. Mais, santé. C'était super agréable. Désolé d'avoir manqué le début du show, mais c'était très intéressant. Ouais. C'était intéressant parce que je n'étais pas là. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, merci. En fait, cette émission qu'on enregistre présentement va être diffusée le 8 octobre. Ça veut dire qu'on se voit la semaine prochaine, José et Richard. Parfait. C'est exactement ça. Fait qu'on va laisser ça à Zomblard pour le petit mot de la fin, comme d'habitude. Ah non. OK. Ben oui. Et oui, comme d'habitude, j'interviens toujours au meilleur moment, hein, évidemment, la fin. Hein. Donc, merci José, merci Richard. Salut. Très sympathique. Et puis, une petite dernière pour la route. Alors, accrochez-vous parce que celle-là, elle est un peu plus solide que d'habitude. Alors, ça va vous faire réfléchir un peu. Est-ce que vous savez, le matin, pourquoi... attendez, ça y est, je ne l'ai plus. Voilà. Ça pourrait. Wow. Non, ouais, vous êtes tellement nuls que vous me déconcentrez. Qu'est-ce que je te dis? Comment les monstres, le matin, ils sont au courant de ce qu'ils vont faire dans la journée? Hein? Aucune idée. Aucune idée? Ben, c'est simple. C'est parce qu'ils regardent dans le journal leur horoscope.